Mardi 29 novembre, ravi de vous retrouver pour la grande édition du soir sur Télésud, dont voici tout de suite les principaux titres. Au Tchad, c'est un procès de masse qui s'est ouvert mardi dans la prison de haute surveillance de Korotoro, à plus de 2 jours de voiture de la capitale N'Djamena. 401 personnes arrêtées pendant et après les manifestations violemment réprimées le 20 octobre comparaissent sans leurs avocats en grève qui dénoncent une violation des règles procédurales. Le gouvernement centrafricain a annoncé dans un communiqué qu'un aéronef non identifié a largué des explosifs sur un campement militaire de l'armée et de ses alliés russes à Bosangoa, dans le nord-ouest du pays. L'attaque a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Les détails dans ce journal. Et puis au Congo, le président Denis Sassou Nguesso est déterminé à lutter contre la corruption dans son pays. Dans un message à la nation à l'Assemblée nationale hier, le chef de l'État a exhorté la justice à s'engager à ses côtés pour venir à bout de ce fléau. Je vous le disais en titre, 401 personnes arrêtées pendant et après les manifestations du 20 octobre réprimées dans le sang au Tchad. Depuis ce mardi, comparaissent dans une prison de haute sécurité à Korotoro, une ville à plus de 2 jours de voiture en plein milieu du désert. Un procès de masse dénoncé par l'Ordre des avocats tchadiens qui a décidé d'entrer en grève. Plus d'explications avec Valentine Exantus. Frédéric Dannonnet-Jouinet est avocat au barreau du Tchad. Il fait partie des nombreux avocats tchadiens qui ont délaissé leur robe et choisi de suspendre toute activité professionnelle. Par ce geste, les avocats tchadiens entendent protester contre la tenue d'un procès de masse organisé par les autorités du pays. Le barreau, après une assemblée générale qui s'est tenue hier, a décidé d'une suspension des activités des avocats sur toute l'étendue du territoire pendant la période où se tiendra le fameux procès, si on peut appeler ainsi, à Korotoro. L'audience qui doit s'ouvrir ce mardi concerne 401 personnes, des manifestants interpellés lors des manifestations meurtrières du 20 octobre dernier. Ces 401 manifestants ont été placés à la prison de haute sécurité de Korotoro pour troubles à l'ordre public et violence. Depuis l'arrestation jusqu'à la phase de jugement a été entachée d'illégalité. Voilà pourquoi le barreau a décidé de ne pas accompagner cette forfaiture. Non seulement les avocats n'iront pas pour assister les gens à Korotoro, mais les avocats vont également suspendre leurs activités pour dénoncer cette mascarade judiciaire. Parce qu'il ne s'agit plus ici d'une question de justice. Le procès se déroulera donc en l'absence des avocats, mais aussi de tout observateur extérieur. Ce qui inquiète les organisations des droits de l'homme, elles craignent que les droits des prévenus soient bafoués. Dans un communiqué publié lundi, les autorités de la Centrafrique ont affirmé qu'un avion non identifié a largué des explosifs sur une usine de coton ainsi que sur des installations militaires qui abritent des éléments des forces centrafricaines et leurs alliés russes. L'incident s'est déroulé à Bosangoa, dans le nord-ouest du pays, qui se cache derrière ces attaques. Le gouvernement centrafricain a annoncé qu'une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. Mathieu Nicolas. En plein milieu de la nuit de dimanche à lundi, selon un communiqué du gouvernement de la République centrafricaine, de fortes détonations ont perturbé le sommeil des habitants de la ville de Bosangoa, au nord-ouest du pays. À l'origine de cette perturbation, des explosions de bombes attribuées à un aéronef non identifié qui a pris pour cible l'usine de coton de la ville, puis la base de l'armée centrafricaine et de ses alliés russes. Un avion à réacteur vu précédemment à Bozoum et volant à basse altitude a lâché une bombe artisanale sur la population et les intérêts économiques de la localité de Bosangoa. Bilan de l'attaque, d'importants dégâts matériels. Même le domicile du directeur des eaux et forêts de la localité n'a pas été épargné par les déflagrations. Selon son témoignage, 2 explosifs sont tombés dans son jardin qui jouxte l'usine de coton.
Nous avons entendu au moins 4 bombes, mais comme il faisait nuit, nous n'avons pas vu l'avion qui était sans phare et faisait peu de bruit. Les détonations étaient effrayantes. Je vais bien, j'ai juste une écorchure à la jambe droite à cause des éclats. Mais j'ai retrouvé des clous et des bouts de fer dans la toiture de ma maison qui n'est plus habitable. Depuis le début de la guerre civile en 2013, c'est la première fois qu'une attaque du genre est officiellement rapportée. La population de Bossangoa avait retrouvé sa tranquillité après la reprise de la ville en février 2021 par l'armée centrafricaine et ses alliés russes. Une tranquillité que le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, veut à tout prix garantir. Son gouvernement a diligenté immédiatement une enquête après les attaques de la nuit de dimanche à lundi pour situer les responsabilités de cet acte ignoble qui, selon le communiqué du ministre de la Communication, a été perpétré par les ennemis de la paix en Centrafrique. C'est pour la première fois en 64 ans qu'un président congolais prononce un message sur l'état de la nation. Le 28 novembre, date supposée réelle de la proclamation de l'indépendance du Congo. Denis Sassou Nguesso s'est prêté à cet exercice traditionnel devant le Parlement réuni en congrès. Un discours marqué par son appel à l'endroit de la justice du pays, une justice congolaise qu'il exhorte à se tenir à ses côtés pour lutter contre la corruption. Louis-Marcel Satou, notre correspondant local. Devant le Parlement réuni en congrès pour son message annuel sur l'état de la nation prononcé à l'occasion de la célébration de la 64e journée de la proclamation de la République, ce lundi 28 novembre 2022, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a souligné que les efforts consentis par les Congolais en lien avec la crise économique et financière couplée à la pandémie de Covid-19 ont été payants et se traduisent par un redressement progressif de l'économie nationale avec un taux de croissance de 2,6% en 2022. Le Congo retrouve, après plusieurs années de dur labeur et de sacrifices, la voie du retour aux équilibres macroéconomiques. Après 2 années consécutives de récession, dues essentiellement à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et aux effets néfastes de la forte baisse des cours des matières premières, notamment du pétrole, l'économie nationale se redresse progressivement, ce qui se traduit par un taux de croissance de 2,6% en 2022. Passant en revue les différents secteurs de la vie nationale, le président Denis Sassou Nguesso a rappelé les corps constitués nationaux, le rôle qui leur revient d'œuvrer à l'amélioration de la gouvernance publique et les conditions de vie de la population. Nous appelons, une fois de plus, au rétablissement de nos cadres pour s'abstenir de toute attitude rétrograde, de nature à décourager nos investisseurs en subordonnant l'accomplissement d'un acte ou d'un service administratif au paiement d'une commission. Direction Nairobi où se tiennent depuis lundi des pourparlers intercongolais. Objectif établir une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. La zone est en proie depuis plusieurs décennies à des conflits meurtriers qui préoccupent les États voisins. À la table de négociation de cette session, le facilitateur désigné par la communauté des États de l'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta, le président congolais Félix Tshisekedi, les chefs d'État est-africains et des représentants de groupes armés qui opèrent dans l'est de la RDC. Mathieu Nicolas. Nouvelle session de pourparlers intercongolais à Nairobi avec en tête le même objectif, développer une feuille de route pour mettre fin aux hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. Facilitateur des discussions, l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta a mobilisé les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est et s'est montré optimiste concernant ces pourparlers. La participation de tous les groupes invités à ce forum consultatif me donne beaucoup d'espoir quant à la réalisation de tous les objectifs. Et nous pensons qu'à la fin de ce processus, nous pourrons constater une coordination et une cohérence accrue du processus de Nairobi avec le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Présents ou par écran interposé, tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Est, y compris le président rwandais Paul Kagame, qui participait à ce sommet,
ont une nouvelle fois salué les efforts diplomatiques régionaux tendant à mettre fin au combat. Nous nous félicitons donc de la réponse rapide de la région et de leurs mécanismes robustes mis en place pour sauver des vies dans l'est de la RDC et faire face aux escalades dangereuses qui menacent le pays voisin, y compris le Rwanda. Preuve d'une volonté d'aboutir à un accord de paix inclusif. Certains représentants de groupes armés qui n'avaient pas participé au premier round des négociations sont présents à Nairobi. C'est le cas de la Codeco, une des milices les plus meurtrières de l'est de la RDC. Sur la centaine de groupes armés sévissant dans l'est de la RDC, une vingtaine avaient déjà participé aux discussions au mois d'avril, mais cela n'avait pas empêché les combats de se poursuivre. Il y a quelques jours, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, avait déclaré qu'il n'écartait pas un départ des forces spéciales françaises basées au Burkina Faso. Il a affirmé au cours d'une de ses sorties médiatiques par rapport aux manifestations du 18 novembre à Ouagadougou contre la présence française. Comment la société civile, les partis politiques et les citoyens burkinabés perçoivent-ils les déclarations du ministre français? Élément de réponse dans cette enquête signée Edema Ebla, notre correspondant au Burkina Faso. Après les manifestations anti-françaises dans la capitale burkinabé, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, n'écarte pas un éventuel retrait du contingent français installé dans la périphérie de Ouagadougou. Une situation qui ne reste pas sans voix. Si ce départ est effectif, en termes de manifestation, le pays va rester à quelque part dans l'accalmie. Et maintenant, il va falloir que les Burkinabés puissent prendre leur destin en main dans la lutte contre le terrorisme. Il ne suffit pas de dire que la France doit partir, mais qu'est-ce que nous, en tant que Burkinabés, nous devons faire pour lutter contre le terrorisme nous-mêmes? C'est la question que nous devons nous poser. Et si on arrive à résoudre notre problème nous-mêmes, il ne sera pas question de trouver d'autres partenaires qui vont encore venir envahir le pays. Les critiques de l'armée française ne datent pas d'hier, nous relate Issaka Ouedraogo, membre de la société civile. Selon lui, la société burkinabé exige une franche collaboration. Aucun divorce n'est souhaitable. Et quelle que soit la nature du divorce, ça n'arrange ni le mari ni l'épouse. Mais je pense que dans le divorce, il y a des enseignements que tout un chacun doit tirer. Alors, et quel est cet enseignement que nous devons tirer de ce divorce, si ce divorce a lieu avec la France? C'est d'abord nous rassurer que nous pouvons compter que sur nous-mêmes, que sur notre propre force, que de compter sur des amis et qui nous apportent rien. Il appartient à la France de tout faire pour que ce divorce n'ait pas lieu, que la France en fait ouvre l'œil et les yeux, que la France soit plus ouverte, soit en fait et plus sincère dans les actions qu'elle mène sur nos territoires. Si la présence française a été vivement critiquée ces dernières semaines, par ailleurs, certaines personnes estiment que l'heure n'est pas à la discorde. Je comprends franchement la jeunesse burkinabé, je comprends l'émotion qui prévaut parce que baigner toujours dans le sang, vivre dans l'inquiétude chaque fois et avec la présence au moins d'une force ou d'une puissance à côté qu'on ne sent pas trop et l'implication, ça vaut le coup de s'énerver. Mais ce qu'on peut faire avec force pour résoudre, si on s'assoit, on résout ça plus calmement et puis chacun trouvera son compte. La France semble mettre fin à l'opération Barkhane au Sahel. La lutte contre les djihadistes, une mission réussie ou un fiasco? Dans un communiqué, le département d'État américain a annoncé l'arrestation et l'inculpation de 3 Américains d'origine camerounaise pour avoir soutenu les séparatistes anglophones et commandité des enlèvements de personnalités contre paiement de rançon pour financer l'effort de guerre depuis janvier 2018. La somme consacrée à ces crimes est estimée à 350 000 $, aurait également servi à l'achat d'engins explosifs improvisés, des armes à feu et des munitions. S'ils sont reconnus coupables par la justice américaine, les prévenus encourent des peines allant de 3 à 20 ans de prison.
Retrouvons à présent le reste de l'actualité montée par Marie-Gale Serran et commentée par Lorraine Mabou. Au Mali, les magistrats ont entamé depuis ce mardi une grève de 5 jours sur toute l'étendue du territoire national. Le syndicat des magistrats a également appelé au boycott de toutes les activités organisées par la Cour suprême, y compris la rentrée judiciaire prévue le 1er décembre. Les syndicalistes réclament entre autres l'abandon d'un projet de loi destiné à obliger, selon eux, les membres de la Cour suprême à rester en fonction au-delà de l'âge légal à la retraite, même s'ils veulent faire valoir le droit à la retraite. Les syndicalistes soupçonnent les autorités maliennes de vouloir maintenir en fonction des conseillers de la Cour suprême proches du pouvoir exécutif. La présence policière a été renforcée à Pékin et à Shanghai afin d'éviter de nouvelles manifestations anti-Covid dans le pays. Depuis quelques jours, la population chinoise se mobilise pour dénoncer la stratégie sanitaire du zéro Covid et ses nombreuses restrictions. La forte répression policière de lundi a temporairement permis un retour à la normale. L'incendie mortel d'un immeuble confiné a été l'élément déclencheur des manifestations contre la stratégie zéro Covid de Pékin. Ce mardi, la Chine a accéléré la vaccination des personnes âgées pour lutter contre la recrudescence des cas de Covid de ces derniers jours. Le Mauna Loa, le plus gros volcan actif du monde, est entré depuis dimanche pour la première fois en éruption à Hawaï. L'éruption a provoqué d'épais nuages de fumée en altitude au-dessus de l'île hawaïenne. Les volutes étaient visibles à plus de 70 km à la ronde. La zone proche du sommet et certaines routes de l'île sont fermées par mesure de précaution. Aucune évacuation n'a été ordonnée pour l'instant par les autorités. Il n'y a aucun risque pour les habitations situées sous la zone d'éruption, selon l'Institut américain de géophysique. Toutefois, l'emplacement et l'avancement des coulées de lave peuvent changer rapidement. Les Hawaïens sont donc appelés à rester prudents. Un mot sur le conflit russo-ukrainien qui était au cœur d'une réunion des ministres de la Justice des pays du G7 à Berlin ce mardi. Au cours de cette réunion, le ministre allemand de la Justice, Marco Buschmann, a qualifié de crimes de guerre les destructions systématiques des infrastructures énergétiques perpétrées par la Russie en Ukraine. On l'écoute. Lorsque nous voyons maintenant que les infrastructures civiles, et donc en particulier l'approvisionnement en électricité et en chauffage, sont systématiquement détruites afin de laisser les gens dans leurs appartements pendant un hiver où les températures pourraient descendre à moins 30 degrés, alors il s'agit d'un terrible crime de guerre visant à s'assurer que de nombreuses personnes soient victimes de l'hiver ici, alors qu'il fait de plus en plus froid. L'hiver est utilisé comme une arme. Dakar, la capitale sénégalaise, était en fête ce week-end. Des centaines de personnes issues de plusieurs ethnies sénégalaises ont défilé dans les rues de la capitale à l'occasion de la 3e édition du Grand Carnaval de Dakar, initié en 2019. Cet événement, qui vise à célébrer la richesse culturelle du Sénégal, est désormais intégré dans le calendrier culturel de la capitale sénégalaise. Lorraine Mabou. Des chants traditionnels, des tenues aux couleurs du drapeau national, ces centaines de Sénégalais issus d'ethnies différentes vibrent au rythme des danses locales du pays. À l'occasion de la 3e édition du Grand Carnaval de Dakar, qui s'est déroulé au centre culturel Blaise Senghor, la population a défilé dans les rues de la capitale pour célébrer la richesse culturelle du pays. Nous avons ce qu'on appelle une diversité culturelle riche. Donc il y a beaucoup d'ethnies au Sénégal et chaque ethnie avec sa façon de communiquer, sa façon de montrer sa culture. Donc le carnaval de Dakar a eu l'idée de rassembler toutes les ethnies du Sénégal à Dakar, qui est une métropole. Tout le monde sait que Dakar regroupe tout le monde. Donc raison pour laquelle on le fait ici. Initié en 2019, l'événement a pour objectif de faire la promotion des cultures nationales du Sénégal et de montrer les différentes facettes de la richesse culturelle du territoire. Le carnaval de Dakar réunit chaque année des danseurs, batteurs et acrobates afin de présenter sous forme de chants, danses, théâtre, cérémonies de tam-tam et prestations diverses une richesse culturelle unique. Et on appelle tout le monde à venir davantage. On aimerait que ça soit comme le
le grand carnaval du Rio du Brésil. Pour cette 3e édition, le Sénégal a convié certains des pays voisins. Une invitation pour permettre à ces pays de montrer aussi la richesse de leur patrimoine culturel. Donc cette année-ci, on a des Capverdiens qui sont juste à côté de nous. On a des Nigériens, on a la Gambie, on a beaucoup de gens qui sont venus plutôt intégrer notre carnaval et pour montrer aussi la culture. Donc je ne vais plus même dire que nous faisons la promotion de la culture sénégalaise, mais plutôt de l'Afrique. Au-delà de l'aspect festif, le carnaval de Dakar est un tremplin pour l'économie et le tourisme. Grâce à la culture et aux événements, de nombreuses filières artistiques, événementielles et touristiques gagnent en visibilité et en rentabilité. On retrouve à présent la page du mondial. Bonne nouvelle pour l'Afrique. L'Afrique qui a son premier représentant en 8e de finale. C'est le Sénégal qui a battu cet après-midi l'Équateur 2-1. Les champions d'Afrique ont livré un match héroïque. Dans l'autre rencontre qui se jouait au même moment, pas de miracle pour le Qatar, battu une 3e fois, victoire des Pays-Bas 2-0. Si certains pays doivent encore jouer leur match pour connaître leur avenir dans cette compétition, d'autres nations comme la France, le Brésil et le Portugal ont déjà leur ticket assuré pour les 8e de finale qui se joueront dès samedi. Lundi, le Brésil l'a emporté contre la Suisse 1-0 et le Portugal a disposé de l'Uruguay d'Edison Cavani sur un score de 2-0. Dans les matchs à venir demain, la rencontre entre la France et la Tunisie, les Bleus déjà en avance dans le classement devront affronter les Aigles de Carthage qui, eux, jouent leur dernière carte s'ils veulent être qualifiés pour la suite. Autre match au même moment à 16h Australie-Danemark. Enfin, à 20h, les 2 duels en lice, Pologne-Argentine et Arabie Saoudite-Mexique. Et c'est la fin de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Sabir Gaïb était à la réalisation et Lucie Dion au son. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Retrouvez Laurent Leleu à la présentation demain pour l'édition de la mi-journée. Au revoir.